favoriser les auxiliaires, la première démarche indispensable est de réduire le plus possible l'utilisation des pesticides. La seconde démarche est de préserver et de restaurer les milieux sauvages proches des cultures. Si on regarde les principales causes d'effondrement de la biodiversité, c'est essentiellement la destruction et le morcellement des habitats. Après, c'est l'intoxication tout azimut, par les produits liés à l'agriculture, aux industries, aux usages domestiques, etc. Et l'embrasement climatique et les changements globaux. À mesure que leurs habitats naturels sont détruits, les espèces auxiliaires de l'agriculture et bien d'autres se raréfient. À long terme, si ces êtres vivants disparaissent des territoires cultivés, les fonctions piliers des écosystèmes agricoles, les fonctions qui maintiennent leur viabilité, ne sont plus accomplies. Il ne faut pas réfléchir à l'échelle qu'on reproche à nos politiques. C'est-à-dire qu'il faut voir dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans à quoi ça va ressembler, à quoi on veut que ça ressemble. Il faut se dire, nous, quand on va partir, quel type d'exploitation on veut transmettre et qu'est-ce qu'on veut mettre dans les mains de futurs repreneurs éventuels. C'est dès maintenant en fait, qu'on est obligé d'y penser. Les bandes enherbées, les jachères fleuries et les friches permanentes sont autant de milieux qui assurent aux auxiliaires des ressources de nourriture florale abondantes et variées. Ces fleurs-là sont au cœur de la nourriture de tout un tas d'auxiliaires. Ils sont en même temps prédateurs ou parasitoïdes. Et au stade adulte, ils ont la nécessité de se nourrir avec du pollen, du nectar. C'est le cas de beaucoup de mouches parasitoïdes qui parasitent les ravageurs, beaucoup de guêpes, de micro-hyménoptères, et la plupart, beaucoup d'insectes auxiliaires, chrysopes, carabes, ont besoin de pollen et de nectar à un moment ou à un autre. Un aphidus, il a 7 à 10 jours pour vivre. Cette guêpe-là, pour être sûre que sa progéniture et qu'elle-même, elle arrive à bon port et qu'après elle puisse se nourrir, elle choisit les endroits où il y a des fleurs, où il y a des proies et où il y a des fleurs. Donc les introcères, par exemple, c'est quelque chose qui va être géré de façon différenciée. Je vais laisser s'exprimer les fleurs tant qu'elles s'expriment, et arrivé au mois de juin, je vais passer le broyeur. On sait que si on laisse, si on fauche un sur deux, on aura forcément, puis c'est logique, on aura forcément plus de biodiversité. On sait que les petits arbustes au milieu des rangs, on sait que ça peut accueillir des choses, puis ça fait des fleurs, tout ça. Et puis, je pense que quand on se promène dans des vergers aussi, on a des vergers qui nous plaisent et qui nous ressemblent en fait. Favoriser les auxiliaires passe donc en premier lieu par l'acceptation d'un certain laisser-faire, car dans les espaces proches des cultures poussent de nombreuses plantes relais, telles que l'ortie et le chardon commun. Là, on est en bordure d'une serre, dans un système agricole, système d'exploitation, et on tombe sur des pucerons du chardon, le chardon commun, le cirse commun, et ces pucerons vont être le support de multiplication des auxiliaires, alors notamment des cirfes, des coccinelles, des perce-oreilles, des micro-hyménoptères, etc. Les auxiliaires, une fois qu'ils sortent de leur momie, une fois qu'ils ont parasité le puceron, ils peuvent se distribuer dans les serres environnantes. Cette technique agricole, qui consiste à sauvegarder des milieux sauvages proches des cultures pour favoriser l'action des prédateurs et parasitoïdes indigènes, est appelée lutte biologique par conservation. Cette méthode peut être renforcée grâce à des transferts d'auxiliaires entre différentes cultures. En clair, mes bleds sont cultivées, elles prennent un peu de pucerons, le puceron sont parasités, je les laisse monter et ça me fait une UPA. Voilà, on a inventé un mot, c'est une unité de production d'auxiliaires. Et je peux vous dire que quand ça s'y met, c'est massif. Il faut quand même savoir qu'on a eu compté jusqu'à 1050 momies de pucerons parasités, donc 1050 guêpes potentielles, sur une seule tige. Quand on veut les acheter, c'est parce que celles-ci on peut les acheter, il y en a pour 37 € les 500. Sur une tige, on avait compté 1050. Vous prenez une tige, vous avez gagné 2 fois 37 €, et vous n'êtes pas allé chez le marchand, vous êtes en totale autonomie. Pourquoi se priver de cette manne potentielle ? Secouer les feuilles des plantes pour ponctionner des prédateurs est une autre méthode très efficace. Vous voyez, là, il y a des adultes, et puis il y a pas mal de larves. Donc là, on va les garder, et on va les relâcher dans une serre de courgettes. En l'occurrence, c'est une serre de courgettes des voisins. Pour s'assurer de la réponse auxiliaire sur les pucerons de la courgette, Cédric Marchand transfère dans sa serre les futures petites guêpes, les coccinelles et leurs larves. La première des démarches, c'est de sauvegarder.
Quand on fait un diagnostic, on dit qu'est-ce que je peux garder? Qu'est-ce qui ne me gêne pas? Qu'est-ce qui est fonctionnel? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Et après une analyse, considérant qu'il ne faut pas que ça nuise non plus à la production, eh bien on essaie de voir les endroits où on peut enrichir. La haie est l'élément incontournable de la mosaïque d'habitat. Elle est un refuge pour toute la faune auxiliaire. C'est là-dedans que les petits oiseaux vont s'abriter des rapaces par exemple, et c'est ce qui leur donne accès à votre champ pour venir manger les animaux qui s'y développent. Ça va leur donner des refuges pour quand il pleut, pour quand il fait trop chaud, quand il fait trop soleil, quand il neige. Ça va leur donner des refuges pour l'hiver pour un certain nombre de bestioles. C'est dans les haies que les carabes, les serpents, les lézards, les grenouilles vont aller se réfugier pendant l'hiver. Il faut savoir aussi que par exemple dans une culture de pommes de terre, qui régule le doryphore, les larves et les œufs, c'est aussi les carabes. Pterosticus fait des allers-retours la nuit entre les strates herbacées et les cultures. Si vous lui mettez une strate herbacée à 80 mètres, vous lui réduisez, voire même vous le découragez d'aller dans votre culture. Donc l'idée de proximité, c'est super important. Planter des haies champêtres lorsque les terrains n'en sont pas pourvus est donc l'une des solutions les plus bénéfiques. On avait mis aussi, nous, il y a 4-5 ans sur notre parcelle. Là, c'était un pépiniériste qui nous avait conseillé ça. C'était une haie qui était là pour permettre d'avoir la nourriture pour les oiseaux sur 10 mois de l'année. Le saule commun et le noisetier, qui fleurissent rapidement après l'hiver, offrent par exemple une nourriture précoce et augmentent ainsi la fécondité de certains auxiliaires, notamment celle des punaises prédatrices. Grâce à leurs floraisons automnales et hivernales, d'autres plantes comme le lierre et le laurier thym permettent aux auxiliaires de se maintenir dans la saison froide. Outre leur rôle écologique essentiel, les haies rendent à la communauté agricole des services qui s'avèrent particulièrement précieux dans un contexte de perturbation du climat. Après, les haies vont jouer aussi des rôles extrêmement importants dans la rétention de l'eau. En période de pluie, elles vont se gonfler d'eau et elles vont restituer l'eau en période de sécheresse. Et les haies jouent aussi des rôles mécaniques, puisque ça va casser le vent. Là, on est dans une journée très venteuse et on voit que le vent a du mal à s'immiscer entre les haies. Ça va casser le vent sur 15 à 20 fois sa hauteur, c'est-à-dire que sur une haie de 10 mètres de haut, va casser le vent sur 150 à 200 mètres et le réduire de parfois 40%. Donc c'est tout à fait intéressant pour protéger les cultures du vent, la verse des céréales notamment, mais aussi protéger les animaux, et ça on n'y pense pas souvent, mais protéger les animaux contre les pluies, contre le vent, contre le soleil. Les zones humides sont les biotopes les plus riches des régions tempérées. Pourtant, 85% d'entre elles ont été drainées au niveau mondial. Creuser une mare sur l'espace agricole enrichit considérablement la mosaïque d'habitat. 40% des amphibiens sont menacés d'extinction à l'échelle mondiale. Ce sont des animaux, les grenouilles, les tritons, les crapauds, les salamandres, etc., qui se reproduisent dans les zones humides, donc qui vivent une partie de l'année, et qui, une fois qu'ils se sont reproduits, quittent la zone humide pour vivre justement dans les haies, dans les zones boisées. Et c'est à partir de ces zones boisées qu'ils vont se répandre dans les cultures pour venir manger des limaces, des escargots et autres insectes. Sinon, au-delà des amphibiens, il y a beaucoup d'animaux qui vont bénéficier de ces zones humides. Évidemment, les libellules, les ditiques, les notonèques, les nocors, enfin tout un tas d'insectes dont les larves ou les adultes se développent dans l'eau, mais qui sont des prédateurs et qui peuvent venir chasser au milieu des cultures. Et je pense notamment aux libellules, qui sont capables de chasser tout un tas d'insectes, parfois à des kilomètres de distance des zones humides. Installer des hôtels à insectes ou des nichoirs pour les oiseaux sur les terrains permet de multiplier les espaces de nidification. Mais ces installations ne contiennent rien de plus que ce que les auxiliaires trouvent déjà dans leur environnement si nous ne nettoyons pas tout. Ça peut être intéressant de laisser des zones non productives, les tas de pierres, les tas de bois, les pierriers. Ils peuvent être construits, d'ailleurs ça peut être un muret, il peut tout à fait être organisé. Ça peut être aussi des zones un peu plus sablonneuses qui sont des espaces de nidification ou de refuge pour toute une faune auxiliaire. Alors des abeilles, des sphégiens, qui sont les paralyseurs d'insectes, qui peuvent paralyser des pucerons, des chenilles, etc. Et ils les stockent dans des nids, et ces nids peuvent être dans des brindilles, peuvent être dans des pierriers, peuvent être sous des écorces, peuvent être dans du bois. Ces micro-habitats qu'on a eu tendance à araser, à nettoyer, on les a supprimés, et on a supprimé une ressource indispensable pour qu'ils puissent déposer leurs petits. Ainsi, un espace agricole accueillant pour les auxiliaires est un espace riche et diversifié en habitat. Plus la mosaïque que vous leur offrez est complète, plus les auxiliaires seront nombreux à vous aider en retour.
tout ce que je vous ai dit là sur les auxiliaires, ce n'est pas des choses que j'ai inventées. C'est le fruit du travail d'entomologistes, de chercheurs, de naturalistes. Et ça nous permet de nous dire qu'on ne part pas de rien et qu'on ne part pas à l'aveuglette. Moi, je n'accepterais pas de vous parler ou d'en parler si ce que je vous disais, j'en étais pas sûr, en fin de compte. Donc maintenant, il y a des publications, enfin voilà, on a une bibliographie. C'est sérieux et ça fait déjà un bout de temps que c'est sérieux. Et ça, c'est donc une opportunité qui s'offre à cette nouvelle agriculture, c'est de refaçonner ces milieux, de relaisser de la place, de refournir de la nature plutôt que de la surface agricole utile systématiquement, et de laisser des espaces pour des zones en friche, pour des zones de haies qui se reconstituent naturellement ou bien qu'on plante, pour restituer des milieux aux zones humides, bref, pour refournir le maillage écologique nécessaire à l'accomplissement du cycle de la biodiversité, et notamment des auxiliaires de culture quand on est à proximité des cultures. On ne peut pas faire l'impasse sur notre part de responsabilité, sur notre part de pollution. Même si on a besoin d'être aidé et même si on n'est pas les seuls. Donc on n'est pas. L'idée c'est pas que la société civile se focalise sur nos défauts, mais que quand même on les reconnaisse et qu'elle reconnaisse les siens.